Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des énumérations qui vont nous permettre de regrouper des constantes. Ça va être particulièrement utile puisque grâce aux énumérations, on va pouvoir lister un ensemble de valeurs possibles pour une variable donnée. Alors avant d'aller plus loin, on va d'abord faire un petit rappel sur la notion de constante en programmation. Une constante, c'est simplement une variable dont la valeur est figée. Alors malheureusement, en Python, il n'existe pas véritablement de moyen pour créer des constantes. On va donc être obligé de créer des variables, mais en général, ce que l'on fait par convention, lorsque l'on souhaite créer une constante, c'est qu'on vient nommer notre variable avec des lettres majuscules. Ensuite, on passe la valeur de la variable. Donc, théoriquement, il s'agit bien d'une variable, on pourrait tout à fait modifier la valeur de cette variable, mais comme on a écrit le nom de notre variable avec des lettres majuscules, par convention, on comprend en tant que développeur qu'il s'agit d'une constante et que donc on n'est pas censé modifier la valeur de cette variable. De la même manière, on pourrait créer une autre constante. On respecte toujours la convention avec le nom de la variable en majuscule, et ensuite on vient renseigner la valeur pour l'URL de base. Et encore une fois, on comprend ici qu'il s'agit d'une constante et qu'on n'est pas censé modifier la valeur de cette variable. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les énumérations vont regrouper des constantes. Pour créer une énumération, il va falloir importer une classe spécifique à partir du module enum, et cette classe, elle s'appelle enum avec un E majuscule. Et on va pouvoir créer des énumérations comme on crée des classes. Ici, on vient donner un nom à notre énumération, et la particularité, c'est que on va venir hériter de la classe de base enum. Et comme ça, on a créé une énumération, et à l'intérieur, on va pouvoir lister les différents membres de notre énumération, c'est-à-dire les différentes constantes de notre énumération. On respecte toujours la convention des constantes, c'est-à-dire qu'on vient nommer notre constante avec des lettres majuscules, et on passe la valeur. Pour cette énumération, on va avoir trois constantes, et on le voit, ces constantes, elles sont liées par le sens. Elles nous permettent ici de lister toutes les options possibles pour la taille. Alors ensuite, on pourrait par exemple utiliser notre énumération dans une fonction. Imaginez qu'on ait une fonction qui permet de récupérer le prix d'un article en fonction de la taille. Ici, en paramètre, on vient renseigner la taille, et on pourrait utiliser différentes conditions pour aller regarder les différentes tailles possibles et retourner un prix. Alors, au lieu d'utiliser des conditions, ce que l'on pourrait faire plutôt, c'est utiliser le pattern du matching. En Python, on a un mot-clé spécial, match, et on va venir aller chercher des matchs sur notre paramètre size. Et on va venir considérer les différents cas possibles, et c'est là que on va pouvoir utiliser notre énumération. On pourrait aller regarder le premier cas possible. Si on a une taille qui correspond à small, dans ce cas-là, on va retourner un prix de 19,99. Autre cas possible, si on a une taille qui correspond à medium, on va retourner 26,99. Et enfin, dernier cas, si on a une taille large, on va venir retourner 31,99. Et on pourrait également prendre en considération le cas par défaut,
Et dans ce cas, on va simplement afficher un message. Aucun prix pour la taille. Et ici, on va venir afficher l'argument qui a été passé dans la fonction. Donc on le voit, les énumérations vont particulièrement bien s'accommoder avec le pattern du matching que l'on peut utiliser comme ici dans une fonction. Pour accéder à nos différentes constantes, on va pouvoir faire comme ici, c'est-à-dire aller chercher directement le membre à l'intérieur de l'énumération. Alors on pourrait aller regarder le type et on va exécuter le script dans le terminal. On voit que ici on accède bien aux membres de notre énumération et on voit au niveau du type qu'on a affaire à une énumération de type size. Alors on peut également accéder aux membres de l'énumération par d'autres moyens. On peut utiliser par exemple cette syntaxe avec les crochets et ça va fonctionner exactement de la même manière. Et enfin, une autre manière d'accéder aux membres de l'énumération consiste à utiliser des parenthèses et ici, au lieu de passer le nom de la constante, on peut renseigner la valeur. Et on récupère bien encore une fois le membre de notre énumération. Alors ensuite, si on souhaite accéder par exemple au nom de la constante, on peut le faire en utilisant l'attribut name. Et de la même manière, si on souhaite accéder à la valeur, on peut utiliser l'attribut value. On exécute le script, et dans ce cas, on récupère bien d'abord le nom de la constante, il s'agit d'une chaîne de caractères, et on récupère ensuite la valeur de la constante, et encore une fois, il s'agit d'une chaîne de caractères. Alors, on n'est pas obligé de renseigner des chaînes de caractères au niveau des valeurs des constantes. On pourrait, par exemple, créer une autre énumération. On vient hériter ici de la classe de base enum. On va définir différentes constantes pour le statut, et au niveau des valeurs, on pourrait tout à fait renseigner des chiffres. On va créer une constante in-progress, completed et cancelled. Et à chaque fois, au niveau des valeurs, on vient renseigner des chiffres. Autre chose que l'on va pouvoir faire également avec des énumérations, c'est les utiliser à l'intérieur des boucles. Par exemple, on pourrait tout à fait boucler sur les différents statuts de notre énumération status. Et à chaque fois ici, on va venir afficher par exemple le nom de la constante. On va également afficher le type. Et on va faire la même chose pour la valeur. On exécute le script et on voit qu'effectivement, on peut boucler sur notre énumération. À chaque fois, on récupère le nom et la valeur. On voit que pour le nom, on a bien affaire à une chaîne de caractères. Et par contre, pour les valeurs, à chaque fois, on a affaire à des nombres. Alors, on a vu qu'on pouvait utiliser au niveau des valeurs pour les constantes d'une énumération des chaînes de caractères ou bien des nombres. Mais en réalité, on va pouvoir également utiliser des valeurs plus complexes. C'est quelque chose que l'on rencontre assez rarement dans la pratique,
mais en tout cas, c'est possible de le faire. On va venir créer une nouvelle énumération. On va rajouter une première constante, sauf que cette fois-ci, au niveau de la valeur, on va utiliser par exemple un tuple, avec en première position un identifiant, ensuite le nom de la forme, et enfin le nombre de côté. On va venir créer une autre constante, et pareil, au niveau de la valeur, on renseigne un tuple. Et pour cette énumération, on va rajouter une dernière constante au niveau de la valeur à nouveau. On suit toujours le même schéma, on renseigne un tuple avec l'identifiant, le nom de la forme et le nombre de côtés. Et comme précédemment, on peut accéder aux différents membres de l'énumération à l'intérieur d'une boucle. Et par exemple, à chaque fois, on va venir chercher la valeur. On exécute le script, et à chaque itération de la boucle, on récupère bien un tuple. Alors dans ce cas, comme on a affaire à des valeurs qui sont un peu plus complexes, on pourrait rajouter des nouveaux attributs pour les instances de la classe. Pour ça, on définit la méthode init, exactement comme on le ferait dans le cas d'une classe standard, et on va venir rajouter des nouveaux attributs pour les membres de notre énumération. Ensuite, on pourrait utiliser ces nouveaux attributs à l'intérieur de la boucle. On va venir chercher le nom de la forme. Ensuite, on va venir chercher l'identifiant et le nombre de côtés. On exécute à nouveau le script et on voit qu'à l'intérieur de la boucle, on arrive bien à accéder à nos trois nouvelles propriétés, le nom de la forme, l'identifiant et le nombre de côtés. Tout ça pour dire qu'on peut rajouter des nouvelles propriétés pour les énumérations. Par défaut, on en a deux, name et value, mais dans ce cas, comme la valeur est plus complexe, on est venu rajouter, en plus des deux propriétés name et value, trois nouvelles propriétés, id, shapename et site. Alors notez également qu'il est possible d'utiliser d'autres manières pour déclarer des énumérations. Jusqu'alors, on a utilisé la syntaxe de classe, mais on pourrait également utiliser le constructeur directement. On vient renseigner la valeur, et ensuite, en deuxième argument, on peut lister les différentes options, comme ceci. C'est exactement la même chose que précédemment avec les classes, c'est juste une autre syntaxe, une autre manière de déclarer une énumération, mais autrement, on peut toujours accéder aux différents membres, comme ceci par exemple. Alors si on veut différencier le nom des constantes et leurs valeurs, on pourrait également être un peu plus précis au niveau de la déclaration. On va utiliser des arguments nommés. On renseigne la valeur de notre énumération. Et pour les noms, au lieu d'utiliser une liste comme on l'avait fait précédemment, cette fois-ci, on va avoir une liste avec des tuples à l'intérieur. Et comme ça, on va pouvoir spécifier le nom de la constante et ensuite la valeur associée à la constante.
Ici, on rajoute un deuxième tuple avec à l'intérieur le nom de la constante et la valeur. Et dans ce cas, on pourrait boucler sur les rôles et à chaque fois, on va venir chercher le nom et la valeur du rôle. On exécute le script et ça fonctionne. C'est exactement la même chose que précédemment avec la syntaxe de classe. C'est juste une autre manière de déclarer des énumérations. L'avantage, c'est que on a une syntaxe qui est plus courte, mais qui par contre est un peu moins descriptive. Autre chose que l'on va pouvoir faire avec les énumérations, c'est effectuer des combinaisons de constantes. Pour ça, il va falloir utiliser une autre classe que l'on va venir importer à partir du module enum, c'est la classe flag. Ensuite, on peut créer une énumération comme on le faisait précédemment, en utilisant la syntaxe de classe, sauf que cette fois-ci, on va hériter de la classe flag. On vient lister nos constantes, et au niveau des valeurs, on va utiliser des nombres, et plus particulièrement, on va essayer à chaque fois d'utiliser des puissances de 2. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi on fait ça. Alors pour la première constante, au niveau de la valeur, on va mettre 2 puissance 0, donc 1. Ensuite, pour la deuxième constante, au niveau de la valeur, on va mettre 2 puissance 1, donc 2, et ainsi de suite. Pour le bleu, on va mettre 2 puissance 2, donc 4. Pour le jaune, on va mettre 2 puissance 3, donc 8. Et enfin, on va rajouter une dernière constante, et au niveau de la valeur, on va mettre 2 puissance 4, donc 16. Et comme on a utilisé la classe flag pour créer notre énumération, eh bien, on va pouvoir combiner des constantes. Par exemple, si on souhaite créer une nouvelle couleur du orange, on va pouvoir combiner le rouge avec le jaune. Si on essaye d'afficher la valeur pour cette nouvelle couleur, on voit qu'on obtient 9, qui est bien la somme de 8 plus 1, qui sont respectivement les valeurs pour le rouge et le jaune. Et là, on comprend pourquoi il faut impérativement utiliser des puissances de 2 au niveau des valeurs lorsque on souhaite combiner des constantes, puisque si par exemple on avait utilisé la valeur 9 pour la couleur noire, eh bien ça serait rentré en conflit avec la valeur que l'on obtient en faisant la somme du rouge et du jaune. Si on exécute à nouveau le script, on voit que lorsque on essaye d'afficher la valeur de la variable orange, on tombe sur la couleur noire, puisqu'on a déjà dans notre énumération une couleur dont la valeur vaut 9. Et donc pour éviter ça, il faut bien utiliser à chaque fois des puissances de 2 au niveau des valeurs. Comme ça, on est sûr que lorsque on effectue une combinaison, on ne va pas tomber sur une valeur qui est déjà présente dans l'énumération. Alors autrement, on pourrait boucler sur les constantes d'une combinaison. Le plus simple pour ça, c'est de boucler sur tous les membres d'une énumération et de rajouter une condition à l'intérieur de la boucle. Ici, en l'occurrence, on va s'assurer que la couleur sur laquelle on est en train d'itérer est bien présente dans la combinaison. On utilise l'opérateur bitwise de l'esperluette, et comme ça on est sûr que la couleur sur laquelle on est en train d'itérer est présente dans la combinaison, et ensuite
on l'affiche dans la boucle. On exécute le script et on voit que dans notre boucle, on récupère bien uniquement les couleurs qui sont présentes dans la combinaison. Alors on pourrait créer une autre combinaison pour les couleurs primaires. On va venir combiner le rouge avec le vert et le bleu. Et ensuite, on pourrait par exemple imaginer un scénario où on demande à l'utilisateur de choisir une couleur. On va dire que l'utilisateur choisit du rouge. Et ensuite, on pourrait aller vérifier si la couleur choisie par l'utilisateur fait partie des couleurs primaires. Et si c'est le cas, on va afficher un message. On exécute le script et on obtient bien notre message, puisque le rouge fait partie des couleurs primaires. Mais par contre, si notre utilisateur choisit du jaune, cette fois-ci, le message ne s'affiche plus. Alors, autre chose que l'on pourrait faire pour éviter d'avoir des erreurs de calcul au niveau des puissances de 2, on pourrait utiliser une fonction qui provient toujours du module enum, c'est la fonction auto qui va calculer automatiquement pour nous les valeurs des constantes. Alors on va montrer un exemple. On va créer une nouvelle énumération. On va venir hériter comme précédemment de la classe flag puisqu'on va souhaiter effectuer des combinaisons de constantes. On vient lister nos constantes. Et cette fois-ci, au niveau de la valeur, à chaque fois, on va utiliser la fonction auto. Lorsque on va l'utiliser une première fois, elle va nous retourner 1. Lorsque on va l'utiliser une deuxième fois, elle va nous retourner 2. Et ainsi de suite. Et comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'erreur au niveau du calcul des puissances de 2. Alors on pourrait rajouter une dernière constante qui va être la combinaison de toutes les constantes précédentes. Et si on essaye d'afficher la valeur de cette dernière constante, on obtient bien 31, qui est la somme de 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Alors autrement, on peut également rajouter des méthodes au sein des énumérations. C'est quelque chose que l'on avait déjà vu précédemment avec la méthode init, mais en réalité, on peut rajouter n'importe quelle méthode. On peut définir nos propres méthodes au sein des énumérations. Alors par exemple, ici, je vais venir coller une énumération. On utilise une énumération standard, on hérite de la classe enum, puisque dans ce cas, on ne va pas avoir besoin d'effectuer de combinaison de constantes. Mais par contre, dans ce cas, il pourrait être intéressant de rajouter une méthode pour savoir si on a affaire à un jour du week-end ou à un jour de la semaine. En paramètre, on prend bien self. Et ici, on va aller regarder si l'instance de la classe fait partie du tuple qui contient le samedi et le dimanche. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est le week-end. Autrement, on va retourner un message pour dire qu'il s'agit d'un jour de la semaine. On pourrait tester cette méthode. On va venir récupérer un jour de la semaine, on va prendre le lundi, le premier jour de la semaine, et on va venir utiliser la méthode. On exécute le script et on obtient bien jour de la semaine pour le lundi. On pourrait voir rapidement un autre exemple. On va créer une nouvelle énumération pour des status codes correspondant aux différents statuts pour des requêtes HTTP.
On va avoir une première constante avec un statut de 200 pour le succès, 201 pour la création, 401 pour non autorisé, 403 pour interdit, 404 pour non trouvé, et 500 pour l'erreur de serveur. Et dans ce cas, il pourrait être intéressant de rajouter une méthode pour savoir si le status code correspond à une erreur. On va retourner true si la valeur est supérieure ou égale à 400. On va pouvoir tester la méthode. On vient récupérer un status code. On va prendre 401 et on va venir tester la méthode. On exécute le script et on obtient bien true pour le status code qui correspond à non autorisé. On poursuit avec les énumérations et on va parler maintenant de l'héritage. Effectivement, on va pouvoir utiliser les mécanismes de l'héritage avec les énumérations. Et en général, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des mixins, c'est-à-dire des classes spécifiques qui vont nous permettre de partager des méthodes communes entre plusieurs énumérations. Alors on va voir un exemple. Je vais venir coller ici deux énumérations, une pour le statut et une autre pour le rôle. Et en dessous, on a un dictionnaire avec des données. On pourrait imaginer qu'on récupère ce dictionnaire à partir d'une API, par exemple. Et l'idée ici, ça va être de récupérer les membres de nos énumérations à partir des valeurs du dictionnaire. On a des valeurs qui sont des chaînes de caractères et on va essayer de récupérer les membres qui correspondent dans nos énumérations. Alors pour ça, on peut créer un mixin, autrement dit une classe, et on va faire en sorte que nos deux énumérations héritent du mixin. Et comme ça, toutes les méthodes que l'on va rajouter dans le mixin seront partagées entre nos deux énumérations. Alors on va rajouter une méthode, on va rajouter une méthode de classe. Si vous avez des doutes d'ailleurs sur les méthodes de classe, n'hésitez pas à aller regarder la deuxième vidéo de la série sur la programmation orientée objet, dans laquelle on parle des méthodes de classe. Et ici, on va venir définir une méthode qui va permettre de récupérer un membre d'une énumération à partir d'une chaîne de caractères, comme on a ici au niveau du dictionnaire. En paramètre, on va venir renseigner la classe qui va correspondre en définitive à nos énumérations, puisque nos deux énumérations héritent du mixin. Et en deuxième paramètre, on va passer la valeur qui proviendra du dictionnaire. Et l'idée maintenant, c'est de récupérer le membre de l'énumération qui correspond à la valeur qui a été passée en paramètre. Alors on va venir prendre ici notre classe qui correspondra soit au statut, soit au rôle. Et on va venir récupérer le membre en utilisant la syntaxe avec les crochets. Donc ici, il faut renseigner un nom de constante. Et on le voit, les valeurs qui sont passées dans le dictionnaire correspondent approximativement au nom des constantes. Il va juste suffire de mettre les valeurs en majuscules. Donc on prend la valeur qui a été passée en paramètre et on va la mettre en majuscule. Et ça devrait correspondre au nom des constantes. Et comme ça, on va récupérer
le membre de l'énumération qui correspond. On va rajouter un bloc except si jamais il y a une erreur de clé. Et dans ce cas, on va juste jeter une erreur de valeur et on va dire que la valeur qui a été passée en paramètre n'est pas valide par rapport à notre énumération. Et ici, on peut venir chercher le nom de l'énumération en utilisant l'attribut name sur la classe. On va pouvoir tester tout ça. On va se mettre en bas du script et on va venir récupérer le statut. Comme notre énumération status hérite de la classe enumMixin, on a accès à la méthode fromString. Et ici, on peut passer une chaîne de caractères et on va venir chercher la valeur dans le dictionnaire. On va faire la même chose pour le rôle. Et on devrait comme ça récupérer les membres qui correspondent dans nos énumérations. On exécute le script et c'est bien ce qui se passe ici. Donc tout fonctionne correctement et on voit que effectivement ça peut être très pratique de créer des mixins pour pouvoir partager des méthodes qui vont être communes entre plusieurs énumérations. Alors justement, en parlant de méthodes de classe, bien souvent on va tomber sur une implémentation spécifique d'une méthode magique, la méthode missing, qui va permettre notamment de résoudre des problèmes liés à la sensibilité de la classe. Alors on va montrer un exemple de ça. Je vais venir coller ici une énumération avec des catégories et on va imaginer dans un premier temps que on demande à l'utilisateur de renseigner une catégorie. On rajoute un input et on demande à l'utilisateur de renseigner une catégorie. Et juste en dessous, on va venir récupérer la catégorie qui correspond dans notre énumération en utilisant la valeur. Alors on n'oublie pas, lorsque on souhaite récupérer un membre d'une énumération par la valeur, il faut bien utiliser cette syntaxe avec les parenthèses. On exécute le script et on tombe sur le prompt. Alors si l'utilisateur enseigne une catégorie, par exemple sport, comme ceci, ça va fonctionner, on va tomber directement sur le bon membre de l'énumération. Par contre, si on exécute à nouveau le script et que l'utilisateur renseigne la catégorie comme ceci, c'est-à-dire tout en minuscule, en omettant de mettre la première lettre en majuscule, on va tomber sur une erreur. La valeur n'est pas reconnue. De la même manière, si on renseigne la catégorie comme ceci, c'est-à-dire tout en majuscule, on tombe également sur une erreur. Alors comment peut-on résoudre ce problème? Eh bien, il va falloir implémenter une méthode de classe spécifique. C'est la méthode magique missing. Alors cette méthode, elle est un peu particulière par rapport aux autres méthodes magiques, puisqu'elle est encadrée uniquement par un seul tiré du bas. Alors que, comme on l'avait vu, généralement, les méthodes magiques sont encadrées par deux tirés du bas. Toujours est-il que cette méthode missing, elle va être déclenchée lorsque la valeur ne va pas être reconnue dans la liste des valeurs de l'énumération. Ici en paramètre, on va pouvoir récupérer la classe, donc l'énumération, et également la valeur qui n'a pas été reconnue dans la liste des valeurs. Alors la première chose que l'on va pouvoir faire, c'est formater correctement cette valeur pour qu'elle corresponde avec le schéma de valeurs que l'on a ici. Pour chaque valeur, on a une forme de titre avec la première lettre en majuscule, donc on va prendre la valeur qui n'a pas été reconnue, et on va la formater de la même manière, en mettant la première lettre en majuscule. Pour ça, on utilise la méthode title sur les chaînes de caractères.
Et ensuite, on va venir boucler sur les membres de l'énumération. Et à chaque fois, on va venir regarder la valeur et on va voir si ça correspond avec la valeur que l'on a formatée juste au-dessus. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est le bon membre, et donc on peut retourner le membre de l'énumération. Autrement, on va retourner none. Alors on va pouvoir tester à nouveau, on exécute le script, on tombe sur le prompt, et cette fois-ci, si on renseigne la catégorie comme ceci, tout en minuscule, on va tomber dans la méthode missing, on va venir formater correctement la valeur, et ensuite on va aller regarder si ça correspond avec un des membres de notre énumération. Et vous voyez que ça fonctionne. De la même manière, si on renseigne la catégorie tout en majuscule, lorsque on exécute à nouveau le script, on voit que ça fonctionne, on tombe bien sur le bon membre de l'énumération. Donc ça peut être intéressant de venir implémenter ici cette méthode magique missing pour résoudre des problèmes notamment liés à la sensibilité de la casse. Ensuite, autre type d'énumération dont on n'a pas encore parlé, ce sont les string enums. Et la particularité de ces énumérations, c'est que leurs membres vont se comporter comme des chaînes de caractères. Alors pour les utiliser, il faut à nouveau importer une classe spécifique à partir du module enum. On va montrer un exemple, on définit une énumération pour des routes, sauf que cette fois-ci, on va venir hériter de la classe string enum. On va rajouter des constantes. À chaque fois, on va venir renseigner un pattern pour des chemins. Et comme on le disait tout à l'heure, la particularité avec ces string enum, c'est que les membres vont se comporter comme des chaînes de caractères. Autrement dit, si on prend un membre en particulier de l'énumération, on va pouvoir le comparer directement avec une chaîne de caractères. On exécute le script, et dans ce cas, on obtient bien true. De la même manière, on va pouvoir utiliser directement les méthodes des chaînes de caractères sur les membres de l'énumération. On exécute à nouveau le script et on voit qu'on obtient bien notre valeur qui a été mise tout en majuscule. Alors ça peut être pratique dans certains scénarios. Pour notre exemple, on va rajouter une fonction. En paramètre ici, on va passer une URL et on va essayer de voir si cette URL match avec l'un de nos patterns pour les chemins. On le sait, avec les énumérations, on va pouvoir boucler sur les différents membres. Et ici, on peut rajouter une condition dans la boucle. On va aller regarder si notre URL, qui sera une chaîne de caractères, commence bien par la route. Et ici, comme on utilise un string enum, on n'a pas besoin d'aller chercher la valeur. On peut directement renseigner le membre de l'énumération et ça va fonctionner. Et si c'est le cas, on va dire que on a un match et on peut venir chercher ici le nom de la constante. Autrement, on va retourner aucun match. On va pouvoir tester notre fonction. On va passer une URL. On exécute le script. Et on obtient bien un match pour le pattern
qui correspond au chemin admin. Pour terminer cette vidéo, on va aborder un dernier sujet, c'est celui de la sérialisation, et on va également parler de la désérialisation. C'est un sujet important puisque lorsqu'on fait du développement web, bien souvent on est amené à manipuler des données au format JSON. Alors pour l'exemple, je vais venir coller une énumération, et juste en dessous, on a un dictionnaire avec des données, et parmi les valeurs, parfois on utilise les membres de l'énumération qui est juste au-dessus. Et vous allez voir que ça va poser des problèmes lorsque on va vouloir sérialiser notre dictionnaire, autrement dit lorsque on va vouloir convertir notre dictionnaire en un objet JSON, donc en définitive une chaîne de caractères. Alors on va montrer le problème. On va essayer de convertir le dictionnaire. On va venir importer le module JSON et on va utiliser la méthode dumps pour convertir le dictionnaire en un objet JSON. Juste en dessous, on va venir afficher l'objet JSON et on va également afficher le type pour bien s'assurer qu'on a affaire à une chaîne de caractères. On exécute le script et vous voyez qu'on tombe sur une erreur. Python nous explique qu'il ne sait pas comment sérialiser correctement les membres de l'énumération. Et donc il va falloir fournir un encodage spécifique pour les membres d'une énumération. Pour ça, on va définir une classe. On va l'appeler custom encoder. Et cette classe, elle va hériter d'une classe de base issue du module JSON. Et c'est la classe JSON encoder qui est normalement chargée d'encoder les valeurs au format JSON. Donc cette classe, elle va savoir encoder, par exemple, les nombres, les chaînes de caractères, les listes, les dictionnaires, mais elle ne va pas savoir comment encoder les membres d'une énumération. Et donc il va falloir fournir une implémentation spécifique pour ça. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir réécrire la méthode default qui est chargée d'effectuer l'encodage. Cette méthode, elle prend toujours self, l'instance de la classe, et elle prend également l'objet que l'on souhaite encoder. Et donc il va falloir trouver un moyen d'encoder les membres de l'énumération. Alors pour ça, on va aller regarder si l'objet que l'on souhaite encoder est une instance d'une énumération. Et si c'est le cas, eh bien pour l'encodage de cet objet, on va simplement aller chercher la valeur du membre de l'énumération. Et ça devrait correspondre normalement à une chaîne de caractères. Autrement, pour tous les autres cas, eh bien on va laisser la méthode default de la classe parente gérer les autres cas. On va utiliser super, qui permet de faire référence à la classe parente, donc ici en l'occurrence JSON encoder, et on va utiliser l'implémentation de cette classe pour la méthode default. Et ici on va passer l'objet. Et donc la méthode default de la classe parente, elle va se charger d'encoder tous les autres objets, que ce soit des nombres, des chaînes de caractères, des listes, etc. Et normalement ici, lorsque on utilise la méthode dumps, par défaut, cette méthode, elle va utiliser la classe JSON encoder, sauf que nous, on va modifier la classe pour l'encodage et on va mettre notre classe customisée. Et normalement, ça devrait résoudre le problème. On exécute le script et on voit que ça fonctionne correctement. On récupère bien notre objet au format JSON. Et les membres
de l'énumération du dictionnaire ont bien été encodés correctement. Alors maintenant, il va falloir trouver un moyen de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de désérialiser, autrement dit de passer d'un objet JSON et de récupérer les membres de l'énumération. Alors si on se contente ici d'utiliser la méthode loads sur l'objet JSON, dans ce cas, on va récupérer un dictionnaire. On va également afficher le type. Et effectivement, on récupère bien notre dictionnaire, sauf que il faut maintenant trouver un moyen pour récupérer les membres de l'énumération à partir du dictionnaire. Donc il va falloir désérialiser les valeurs qui sont renseignées ici dans le dictionnaire. Alors pour ça, ce que l'on peut faire, c'est définir une fonction pour désérialiser des énumérations. Ici, en premier paramètre, on va passer l'énumération, la classe, et en deuxième paramètre, on va passer la valeur que l'on souhaite désérialiser. Et simplement ici, on va mettre un bloc try, except. Si jamais il y a une erreur de valeur, on va simplement afficher un message en disant que la valeur n'est pas présente dans l'énumération. Ici, on peut récupérer le nom de l'énumération en utilisant l'attribut name sur la classe. Et autrement, pour désérialiser la valeur, eh bien, puisque lorsque on sérialise la valeur, au final, on vient renseigner les valeurs des membres de l'énumération, eh bien, pour faire l'opération inverse, il va suffire d'aller chercher le membre en utilisant toujours la syntaxe avec les parenthèses, et ici, on va pouvoir passer la valeur. Et comme ça, on va pouvoir récupérer le membre de l'énumération qui correspond à la valeur. Alors, on va pouvoir tester tout ça. On devrait pouvoir récupérer le statut. On va utiliser la méthode pour désérialiser. En premier argument, il faut bien renseigner une énumération. On va donc passer order status. Et au niveau de la valeur, on va prendre le dictionnaire que l'on a chargé ici avec la méthode loads. Et on va aller chercher la valeur qui se trouve au niveau de la clé status. Pour l'historique, c'est un peu plus compliqué puisque, en définitive, on a affaire à une liste. On le voit également ici. Alors, pour désérialiser les valeurs, le plus simple, ça va être d'utiliser une compréhension. On va venir à l'intérieur de la compréhension utiliser notre fonction pour désérialiser. À nouveau, on va utiliser l'énumération order status. Et on va faire ça pour tous les statuts qui se trouvent dans le dictionnaire au niveau de la clé history. Et normalement, on devrait pouvoir comme ça récupérer à la fois le statut et l'historique. On exécute le script et effectivement, on récupère bien les membres
de notre énumération. Tout fonctionne correctement, donc on arrive bien à faire les deux opérations, c'est-à-dire à sérialiser, donc à transformer en un objet JSON et également à désérialiser, c'est-à-dire à récupérer un dictionnaire à partir d'un objet JSON. Et ici, on voit qu'on peut accéder aux membres de notre énumération grâce à la fonction deserialize_enum. Donc tout fonctionne correctement. Et c'est le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.